Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, entraînant le monde dans un basculement majeur. Un an plus tard, le bilan humain est catastrophique. Des centaines de milliers de victimes, des millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes forcés de fuir les zones de combat ou le pays. Sur place, une ONG documente un aspect plus méconnu de cette guerre, son coût environnemental énorme. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on fait le point sur plus d'un an de guerre en Ukraine. Les sanctions à l'égard de la Russie ont-elles été efficaces ? Quel impact la guerre a-t-elle sur l'environnement ? Et comment reconstruire durablement l'Ukraine ? J'en parle avec Anna Ackerman. Bonjour. Bonjour Damien. Anna, tu es ukrainienne, tu vis en Suisse depuis 2019. Tu as cofondé une ONG environnementale qui s'appelle EcoAction, basée à Kiev, et dont l'agenda a été évidemment considérablement chamboulé par la guerre. En ce moment, tu es très active, sur Twitter notamment, mais surtout en tant que spécialiste des questions énergétiques et environnementales liées à la guerre. Je sais que tu t'intéresses aussi de près aux pistes de reconstruction pour une Ukraine durable. Mais avant de parler de toutes ces thématiques, je voulais savoir si toi, tu avais été en Ukraine depuis la guerre, et si oui, quel était ton sentiment vis-à-vis de la population qui vit là-bas ? Merci pour ces questions, pour l'invitation aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, être en Ukraine, c'est vraiment incroyable, très important pour moi. J'habite en Suisse avec ma famille depuis 2019. Bien sûr que la vie a vraiment beaucoup changé depuis 24 février 2022. J'étais en Ukraine plusieurs fois, j'ai mes collègues là-bas, aussi ma famille, mes amis. Et chaque fois que je suis là, je me vraiment sens très calme. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être pas si facile d'expliquer comment c'est possible. Quand je suis ici, en Suisse ou n'importe où dans l'Europe, je lis toutes les nouvelles et je me stresse beaucoup parce que c'est vraiment chaque fois, ça semble être très catastrophique tout ce qui se passe. Mais après, être en Ukraine et voir tous mes proches qui continuent de travailler et la vie aussi continue, de voir que les gens font beaucoup de choses comme toujours. Ils sont vraiment déjà habitués, malgré tout, mais habitués à cette monde qui a changé. Mais être là, c'est vraiment calme parce que je peux me promener à Kiev, qui j'aime beaucoup, qui est la vie où j'ai grandi. C'est vraiment ce sentiment est très bien. Mais après, je travaille sur reconstruction du pays et pour vraiment avoir cette connexion, pour vraiment savoir comment ça se passe. Je me sens que je dois être là vraiment. Chaque saison, j'essaie de retourner voilà. Au pays. Je l'évoquais dans l'intro, tu as participé à la création d'une ONG qui s'appelle EcoAction, The Center for Environmental Initiatives, où tu travailles encore aujourd'hui en tant que membre du bureau. Qu'est-ce que vous faites exactement à EcoAction ? EcoAction, c'est une équipe de plus que 30 personnes qui sont toujours, presque tous sont à Kiev et travaillent depuis Kiev. L'ONG a été créée en 2017 et on travaille dans le temps, je dirais, plus normal sur politique climatique, sur agriculture durable et après sur transition énergétique. Donc ça, c'était avant la guerre. Est-ce que ça a changé ? Oui, alors après cette invasion russe, bien sûr que les premiers mois, on voulait faire quelque chose pour le pays qu'on pensait était plus important. Et une des premières choses qu'on a trouvé important, c'était de parler sur les cas de pollution de terre, de l'air, de l'eau, causée par la guerre. Parce qu'on en parle peu, mais ça a aussi un énorme impact sur les populations aussi, ces pollutions. Absolument. Et il y a, c'est très souvent qu'on a demandé pourquoi vous travaillez sur l'impact environnemental quand les gens meurent. Mais après, tous ces impacts environnementaux sont vraiment les conséquences très long terme. Et c'est vrai que si on ne fait rien du tout, les gens aussi vont mourir de pollution parce que ça c'est un impact important sur notre santé et c'est très important. Santé de bien sûr que
les Ukrainiens, mais aussi animaux, aussi vraiment nos forêts, tout ce qu'on avait. Il y a beaucoup de choses qui on a perdu à cause de cette guerre. Et tout ça est très important pour qu'on reconstruise l'Ukraine beaucoup plus vert, beaucoup plus durable finalement pour toutes les générations, pour nos enfants. Alors c'est vrai qu'on a moins l'habitude de parler des dégâts environnementaux pendant cette guerre. Votre ONG en a recensé 841 cas en mai 2022. Vous avez créé des cartes. Est-ce que tu arrives à nous donner quelques exemples de ces impacts sur le territoire ? Il y a vraiment plein d'exemples et on peut vraiment voir sur cette carte que l'impact est tout autour du pays parce que quand Russie a aussi commencé à bombarder les infrastructures énergétiques tout autour, bien sûr qu'on a les impacts très graves environnementaux, c'est pollution d'air mais aussi pollution de terre et ça impacte long terme. Mais je peux donner un exemple et je crois que c'est très important de parler à propos de ça. Ça, c'est terrorisme nucléaire de la Russie, qui est le premier cas historique qui se passe vraiment maintenant, parce que la Russie est là sur le plus grande centrale nucléaire de l'Europe, à Zaporizhzhia centrale nucléaire, avec les tanks, avec tous les équipements militaires qu'ils gardent là-bas. Donc c'est des menaces sur la sécurité nucléaire de l'Ukraine ? Ça menace vraiment toute l'Europe et le monde avec ça. Et réaction mondiale n'était pas vraiment très forte. Voilà. Et finalement, on peut pas vraiment sortir en sécurité avec ça, avec vraiment le premier cas dans le monde. Mais pour l'instant, rien s'est passé dans le central, c'est-à-dire, mais il y avait les bombardements, bien sûr qu'il y avait les explosions. On a les petits cas, mais je parle de vraiment cette cas, si quelque chose se passe, on peut avoir vraiment un accident qui est plus grave que Tchernobyl, qui aussi, on a eu en Ukraine. Mais après, si on parle de chiffres, cet impact sur notre environnement, qu'est-ce qu'on a après on a presque 40% des terres arables qui sont pas disponibles maintenant pour les cultures. On sait que l'Ukraine est un pays pour qui l'agriculture est très importante pour les exportations. Et ça, c'est de la pollution à assez long terme, en plus. Oui, c'est ça. Oui, et on doit faire quelque chose avec cette terre. Alors, on a plein de travail à faire parce que quand la guerre finit, oui, on a les mines, mais après, on a pollution causée par les explosions. Et si on veut faire tout ça très bien, on doit vraiment réhabiliter la terre pour être sûr que ça c'est accessible pour l'agriculture pour après. Après, juste quelques chiffres. On a plus que 100 réserves naturelles et 2 biosphères qui sont menacées par la destruction. Bien sûr, on a plein de forêts, les hectares de forêts qui étaient juste brûlés à cause des combats. Comment on va gérer ça? Et ici, on peut voir qu'il y a toutes ces connexions avec climat, adaptation au changement climatique, mais aussi c'est ça est connecté avec de l'air, de terre, de l'eau, et ça qui a un impact sur nous, sur tous les Ukrainiens qui vont habiter en Ukraine. C'est vrai qu'on a moins l'habitude d'en parler, de ces impacts sur les écosystèmes, sur la sécurité nucléaire, sur les terres arables. Pourquoi c'est important de documenter ces dégâts-là ? Quand on a commencé, c'était clair pour nous qu'on doit documenter tout ça pour finalement avoir un prix que la Russie doit payer en Ukraine pour qu'on pourrait récupérer ou au moins gérer ces impacts. Donc un prix de réparation des dommages. Pour réparation, voilà. Et on a trouvé que c'était pas si facile avec les réparations au niveau international parce qu'il y a les conditions très qui limitent vraiment ce qu'on peut
quel genre de cas on peut vraiment utiliser pour ces réparations. Mais quand même, maintenant, notre gouvernement, avec les partenaires internationaux, travaille sur ça. Alors, c'est la première raison pourquoi on doit documenter, vraiment bien et clair pour les structures comme ONU, pour qu'on peut utiliser les toutes ces tribunaux informations. internationaux. Voilà. Et le deuxième, c'est pourquoi c'est important, parce que la reconstruction du pays, on dirait, a commencé déjà maintenant. Parce que quand on a les territoires qui sont déjà libérés, on doit reconstruire. Bien sûr qu'on veut reconstruire l'infrastructure pour les gens, mais j'ai déjà parlé que c'est aussi important de parler à l'environnement et aussi avoir des ressources pour cette reconstruction, on dirait, reconstruction de l'environnement. Et comment vous récoltez ces données pour créer ces cartes? Alors, notre carte, c'est tout autour de toute l'information qui est accessible publiquement. Alors, on a commencé à printemps 2022 de collecter toute cette information, nous. Mais après, maintenant, c'est tous les bénévoles de notre organisation qui cherchent l'information chaque jour. Et après, on ajoute sur la carte. Bien sûr que notre ministère de l'Environnement, ils ont accès sur l'information qui est maintenant limitée. Ils ont son propre carte avec beaucoup plus d'informations parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est fermée, qui n'est pas publique pour l'instant, alors qu'on a la guerre qui continue. Je l'ai dit en intro, tu vis en Suisse, à Genève. Tu portes quel regard sur l'attitude du gouvernement suisse à l'égard de cette guerre? Je dois commencer avec dire merci à la Suisse, parce que la Suisse a fait voir la neutralité qui est bien sûr connue, mais on pourrait voir comment à 24-25 février tout a changé pour nous tous. Et on a tout oublié tout d'un coup le Covid. Parce qu'il y a cette guerre, il y avait tous les réfugiés ukrainiens qui voulaient avoir en place qui devaient fuir le pays, aussi quelques membres de ma famille qui pourraient venir en Suisse. Et tout était vraiment, on dirait, facile de faire. Vraiment, on a oublié Covid, on a oublié tout. Tout le monde pourrait vraiment partir, presque chacun juste partir avec un petit sac ou presque rien. Et Pologne et tous les pays aidaient beaucoup, bien sûr, pour accueillir tous ces réfugiés. Et après, la Suisse a accueilli très, très bien les réfugiés ukrainiens, je trouve. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très humain et très important. Mais après, bien sûr, si on regarde sur politique et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la guerre, ça, c'est une autre discussion. Et ça, c'est tout autour les sanctions, bien sûr. Ouais, alors je le rappelle, la Suisse, elle a repris les sanctions de l'Union européenne sur les oligarques russes, notamment. Mais depuis longtemps, ils profitent d'une politique très accueillante en Suisse pour ses banques, ses propriétés, ses sociétés de négoce. Tu portes quel regard sur ce rôle que joue la Suisse? Ouais, je trouve que c'est très important que la Suisse a suivi toutes les sanctions de l'Union européenne. Déjà, avec l'Union européenne, ils ont réagi, bien sûr, mais c'était pas vite, c'était pas assez pour nous parce que on a vu déjà qu'est-ce qui se passait à Bucha, à Irpin, toute cette destruction. Et après, mais pour l'Europe, pour toute l'Europe, Suisse, l'Union européenne, c'était vraiment un changement de compréhension qu'est-ce que c'est la Russie. Comment on doit gérer vraiment toutes les relations qui étaient construites avec la Russie pendant la décennie. Et ça devait changer. Et c'est bien sûr que ça ne pourrait pas passer très, très vite. Pour nous, les Ukrainiens, c'était clair qu'on a vu vraiment les premiers cas à Bucha et Irpin. Et oui, c'était vraiment un choc, je crois, pour tout le monde. Mais après, alors la Suisse suivit les sanctions européennes. C'était vraiment important. Et après, alors la question c'est toujours comment être sûr que les sanctions marchent. Et je veux donner juste un exemple, juste en face de mes fenêtres à la maison où on habite, à Canton Genève. Il y avait une construction de hôtel et spa juste en face de chez nous qui est
qui est commencé. Et après, c'est tout encore gelé en printemps 2022 parce qu'une des bénéficiaires était sous sanctions russes. Donc, c'était un oligarque russe? Peut-être un oligarque russe, oui. Alors, c'était gelé et j'étais très contente parce que je pensais, voilà, je peux voir l'effet des sanctions, c'est bien. Mais on a souvent accusé le SECO, par exemple, le secrétariat d'État à l'économie, d'être assez lent, d'être peut-être pas mettre assez de moyens dans cette recherche des avoirs des oligarques. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Je trouve que, bien sûr, que SECO, j'imagine, ils n'ont pas assez de ressources humaines, peut-être, de travailler sur tous les cas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et avec cet exemple de cette construction, alors finalement, ça continue. Mais ce ne sera pas un hôtel, c'était quelque chose d'autre. Mais sur la structure légale de tous les bénéficiaires, maintenant, c'est d'autres noms. Mais on peut être pas sûr si le nom qui sont changés, s'il y a cette même oligarque russe qui est devant les nouvelles noms qui sont. Donc il y a tout ce jeu de prête-noms, de fiduciaires suisses qui reprennent aussi certaines sociétés. Oui, c'est ça. Et on crée, bien sûr, avec les sanctions, on crée les obstacles. Mais c'était par dire que, que les projets sont gelés pour toujours. Et pourquoi je parle à cette histoire? Parce que c'est très, très important que SECO, bien sûr, comme structure publique, fait tout ce qu'il faut pour être sûr que sanctions marchent bien. Mais après, c'est très important d'avoir aussi les journalistes qui recherchent aussi pour montrer les exemples où les sanctions marchent bien ou pas, ou pourquoi, quelles sont les raisons. Aussi les ONG qui sont qui travaillent dans ce domaine. Parce que c'est comme ça qu'on donne vraiment une société très ouverte et publique, on peut vraiment trouver les solutions. Parce que les sanctions sont importantes quand même. 40% des budgets fédéraux de Russie est fait avec tous les énergies fossiles qui Russie exporte. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu, et on se travaille sur ça, que les énergies fossiles russes sont les exports sont presque en zéro. Peut-être que ce n'est pas possible maintenant, mais c'est important. Parlons-en de ça aussi, cet embargo sur le pétrole et le charbon russe. Est-ce que, à ton avis, ça fonctionne? Ça a des effets? Pour l'instant, les exportations, ce n'est pas à zéro, bien sûr, mais il y a les sanctions importantes par les pays de l'Ouest. De l'Union quand même, européenne. Chine, bien sûr, et Inde Turquie continuent d'importer. Mais après, une chose on était d'accord finalement en 2022. Alors les ONG vraiment voulaient qu'on est sur sanctions totales à l'énergie fossile russe, qu'on n'importe rien du tout en Europe. Finalement, c'était peut-être trop avec tous les prix de pétrole qui explosaient en 2022. Et on était d'accord que peut-être on peut limiter le prix de pétrole russe sur le marché mondial. Et ça marche pour l'instant, mais bien sûr que la Russie toujours trouve d'autres solutions. Et ici, Suisse peut vraiment faire beaucoup parce qu'on a toujours les centres en Suisse. Le commerce à Genève, à Zug. Et c'est pas juste, bien sûr, que SECO qui peut faire des choses, mais aussi sur le niveau cantonal, il y a plein de travail quand même. Il y a aussi des marges de manœuvre. Oui. Dans une vidéo qu'on a consultée à l'interne, il y a 9 mois, tu disais que la guerre en Ukraine devait marquer un tournant dans l'utilisation des énergies fossiles. Est-ce qu'à ton avis, ça a marché, ça? Est-ce qu'on est en train de sortir des énergies fossiles à cause de cet événement? J'imagine que oui. Je dis j'imagine parce que les solutions ont été prises par beaucoup de pays. Vraiment, les décisions que transition énergétique doit se passer beaucoup plus vite que c'était prévu avant. Et c'est bien. Mais quand même, c'est les
un peu plus long terme, on dirait. Mais après, ici, l'Ukraine, et c'est ça qui est important pour beaucoup de monde en Ukraine, on peut vraiment, pour les constructions de pays, pour la reconstruction après la guerre, on veut voir l'Ukraine comme un membre de l'Union européenne, mais aussi qui peut être, on dirait, un green hub vert de l'Europe. Parce que l'Ukraine peut vraiment produire aussi les éoliens. Et on a fait déjà, on a commencé, on a une production, pourquoi pas les panneaux solaires, pourquoi pas d'autres choses qui sont importantes pour la transition énergétique pour nous et aussi pour l'Europe. Parce que dans votre ONG, à Ecoaction, vous envisagez aussi la reconstruction de l'Ukraine sous un prisme beaucoup plus durable. Si tu avais une baguette magique, ce serait quoi l'Ukraine qu'il faudrait reconstruire ? C'est ça qui est important. Le baguette magique, c'est-à-dire que la guerre est finie, mais quand même, peut-être pendant des années, on va avoir cette voisin qui va être pour les Ukrainiens, on imagine, va être jamais calme. Alors, on doit être très durable militairement, mais après, comme un pays avec prospect de développement durable, c'est ça, c'est une green hub d'Europe qui veut vraiment retourner tout le monde, tous les Ukrainiens qui devaient fuir le pays, pour donner le travail je peux dire de futur, mais aussi de travail d'aujourd'hui, dans tous les secteurs comme énergie verte. Et c'est très important de construire le pays avec un regard pas de passé, mais regard en futur. Qu'est-ce qu'on construit pour les générations, pour nos enfants? On arrive gentiment déjà à la fin de ce podcast. S'il y a un appel que tu devais faire ou si tu voulais lancer un dernier message, ce serait lequel ? Après plus qu'un an de cette guerre horrible, je veux juste dire qu'on s'habitue peut-être très vite à tout ce qui se passe. Et c'est aussi normal parce qu'on veut être un peu à l'aise peut-être psychologiquement. Mais après, c'est très important de continuer de soutenir les Ukrainiens. Et il y a plein de moyens de faire ça. Une des choses qui est importante, c'est soutenir aussi les ONG qui travaillent sur place, qui sont très actifs. On a parlé aujourd'hui sur Ecoaction qui travaille sur l'environnement, mais il y a plein d'autres. Alors, c'est ça. Et après, vraiment, oui, je dirais encore merci à tous les Suisses qui déjà soutenu l'Ukrainien et que si vous voudrez continuer, contactez-nous, contactez-moi. Je suis là pour vous. Merci. Le message est entendu, j'espère. Je laisse nos auditeurs et auditrices contacter Ecoaction pour en savoir plus sur vos projets. Merci beaucoup Anna Ackermann d'être venue. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. Toutes les références, comme d'habitude, sont en description de cet épisode. Pour le soutenir, vous pouvez le partager massivement. Merci pour votre écoute. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.